Eh bien, bonjour à toutes et tous, du coup. Je vous remercie de vous être connectés aujourd'hui pour notre petit webinaire de présentation, de retour d'expérience sur le projet Sortir du cadre, dont je crois voir à la petite vitrine de visage qu'on a aujourd'hui, pas mal de monde connaît déjà ce projet, au moins de loin. Je pense qu'il y en a qui ne le connaissent pas du tout. Donc, pour vous donner le cadre un peu de la présentation d'aujourd'hui, donc ça va être déjà une rapide présentation de la LEC du Pays de Rennes pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Ça va être une présentation après, pas forcément complètement détaillée, mais en tout cas une présentation du contexte et du retour d'expérience du projet Sortir du cadre qu'on a mené du coup sur les années 2023 et 2024. Donc je l'évoque parce je sais qu'il y a des personnes ici qui connaissent bien le projet et qui attendent surtout des informations sur toute la partie méthodo et la partie approche sociologique. Il y aura un temps dédié à ça, vraiment sur la présentation détaillée du rapport d'enquête, de l'enquête qui est conduite dans le projet. Donc je vous donne déjà la date, ce sera le 12 juin sur le temps du midi. Il y aura un lien d'inscription qui vous sera donné à la fin de ce webinaire. Voilà. Et après ce temps de présentation, du coup, je propose de garder le temps de questions-réponses pour la fin, si c'est OK pour tout le monde. Voilà, on se laissera un bon temps quand même. Et puis voilà, donc on en a pour 1 heure aujourd'hui. Alors, donc là, c'est comme je le disais, du coup, il y aura un temps complémentaire le 12 juin. Alors, pour commencer, un petit rappel de qui on est la LEC du Pays de Rennes. Donc, la LEC du Pays de Rennes, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Rennes. Donc, on est une association, on existe depuis plus de 25 ans. Et notre rôle, c'est de sensibiliser et d'accompagner tous les acteurs du territoire afin de les aider à intégrer les enjeux énergétiques et climatiques pour mieux vivre aujourd'hui et demain. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a un micro allumé. Donc Alec du Pays de Rennes, oui, parce qu'on couvre tout le Pays de Rennes, donc les 4 PCI, donc c'est-à-dire le PCI de Rennes Métropole, du Val-d'Île-d'Aubigné, de l'Ifré-Cormier Communauté et le pays de Châteaugiron Communauté, donc ce qui fait à peu près 500 000 habitants, 76 communes, et voilà, comme je disais, 4 PCI. En termes d'organisation, donc à l'ALEC, à ce jour, on est une trentaine. On a différents métiers, donc on a des métiers plutôt de la sensibilisation, de l'animation. On a des métiers plutôt techniques sur le conseil et l'aide à la décision, sur l'accompagnement de projets aussi. Et on a aussi des fonctions support, donc l'administration, et aussi la communication et la création d'outils. Et nos publics, donc c'est effectivement tous les acteurs du territoire, donc à la fois les habitants, donc citoyens, citoyennes, les collectivités, que ce soit les agents ou les élus, et puis les entreprises aussi, les acteurs socio-économiques. Quelque chose qui va être important aussi pour le contexte du projet, c'est que du coup notre Alex repose sur les 3 piliers du scénario négawatt sur la transition énergétique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on promeut à travers nos actions, c'est une transition énergétique qui passe par la sobriété en grande partie. C'est-à-dire voilà, réduire les usages, réduire la demande en consommation d'énergie. Par l'efficacité, donc réduire la quantité d'énergie qui est nécessaire pour la satisfaction d'un même besoin. Donc c'est à ce titre-là qu'on héberge notamment l'espace France Rénov'. Donc si des personnes parmi vous ont fait appel à France Rénov' pour la rénovation énergétique de leur logement, voilà, ils connaissent un peu le dispositif. Et enfin, une fois qu'on a réduit la demande en consommation, l'idée c'est de la couvrir par de la production d'énergie renouvelable. Donc c'est pour ça qu'on promeut aussi beaucoup le développement des énergies renouvelables sur le territoire. Et voilà, donc on travaille pas tout seul parce qu'on a des grosses logiques de réseau qui sont très présentes. Donc à l'échelle de la région, on est fédéré par un réseau qui s'appelle Braise Alec, donc qui anime le réseau de toutes les ALEC bretonnes. Comme vous voyez, du coup, il y a une bonne partie du territoire breton qui est couvert par des ALEC. Et à l'échelle nationale, du coup, c'est le réseau Flamme, voilà, qui nous coordonne, qui nous fédère, avec aussi entre 45 et 50 ALEC sur tout le territoire national. Bon, du coup, je propose sans plus tarder qu'on s'attaque au retour d'expérience sur le projet Sortir du cadre. Alors,
Pour parler de sortir du cadre, de l'origine du projet, il faut d'abord faire un point global sur où est-ce qu'on en était à l'ALEC. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a parmi nos missions la sensibilisation de tous les publics, parce qu'avant de mettre en action, il faut bien entendu faire passer le message, faire comprendre les enjeux et motiver à agir. Donc voilà, donc moi, à l'ALEC, j'occupe le poste de référent sensibilisation. Donc on est toute une équipe à l'ALEC formés à aller sur divers outils d'animation, de sensibilisation, voilà, pour remplir cette mission de faire comprendre les grands enjeux de la transition écologique à tous les acteurs du territoire et de les aider à trouver des solutions concrètes pour passer à l'action. Hem, Dans le cadre de cette mission de sensibilisation, à la période où on a lancé le projet, on était face à plusieurs constats, plusieurs points de blocage qui nous gênaient. C'était la question de l'acceptabilité de la sobriété, déjà dans un premier plan. Parce je pense que je partage ce constat avec beaucoup d'entre vous qui peuvent faire de l'animation, de la facilitation. Même si toutes et tous sont d'accord sur l'urgence climatique, il y a un petit problème d'association d'idées avec la sobriété, parce qu'elle reste, voilà, avant tout aujourd'hui associée quand même à de la privation. Certains peuvent y voir une forme de renoncement au plaisir, au confort. J'ai mis une image un petit peu caricaturale ici, mais voilà, c'est pour vous transmettre l'idée que, enfin, ce qui peut ressortir des fois de nos ateliers quand on explique aux gens qu'un passage à la sobriété va être nécessaire, on peut avoir des situations un peu de réaction de personnes qui visualisent la sobriété comme l'image l'illustre ici. Et puis le contexte récent, les événements récents des dernières années nous ont pas particulièrement aidés en plus, parce que je pense que vous vous rappelez, voilà ce qui s'est passé, pendant l'hiver 2022-2023 avec, le plan de sobriété qui a été lancé par le gouvernement. Voilà, qui était plus en réaction à une polycrise. Donc on était dans la période post-Covid avec l'économie qui se relançait et des stocks d'énergie assez bas. On avait le contexte de la guerre en Ukraine, des difficultés d'approvisionnement d'énergie en France. Donc voilà, le terme sobriété est vraiment arrivé sur le devant de la scène, mais pas dans un contexte des plus favorables. Et du coup, voilà, ça a pu contribuer aussi à ternir son image. Donc voilà. Donc, comme vous l'avez vu, la sobriété, c'est quand même un de nos trois piliers à la LEC par rapport au scénario négawatt. Donc déjà, on avait ce petit point de blocage, cette frustration à avoir du mal à parler de sobriété quand il y avait un imaginaire autour de la sobriété qui était quand même assez négatif. Et autre problème aussi pour promouvoir la sobriété, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même face à des récits. Donc nos sociétés, elles sont tout le temps régies par des récits, ce qu'on peut appeler des récits collectifs, qui façonnent un peu notre vision du monde, du présent, du futur. Et aujourd'hui, le récit de société dominant, on peut dire qu'il est plutôt en contradiction avec cet impératif de sobriété. Donc c'est le récit de la société de consommation, dont on sait qu'il est pas du tout compatible avec les limites planétaires. Donc là, pareil, je vous ai mis des exemples un peu extrêmes, mais c'est quand même pour illustrer voilà, les injonctions contradictoires qu'on peut faire aux individus, parce qu'on peut leur demander de faire de la sobriété, voilà, d'économiser un maximum d'énergie, de ressources planétaires, mais en même temps, on va avoir des Black Friday qui se répètent dans l'année, qui deviennent même des Black Friday Week. Et puis même, on est quand même assez mitraillé de publicité dans notre quotidien. Donc voilà, c'est un peu dur de parler de sobriété quand on a autant de messages contradictoires qui viennent en face. On avait un autre questionnement aussi, un autre sujet qui était important pour nous, c'est qu'on avait le sentiment que quand on faisait de l'animation, de la sensibilisation, tous les messages qui étaient portés par la LEC étaient audibles par des personnes déjà sensibilisées. C'est-à-dire que bah voilà, quand on arrivait avec un stand d'animation, des ateliers, il y avait quand même marqué en très gros écologie dessus. Donc fatalement, c'était les publics plutôt déjà sensibilisés à l'écologie, voire déjà très engagés qui venaient nous voir et c'est tout à fait normal. Mais du coup, nous, en termes de levier d'action, bah, on constate que voilà, on est assez limité quand même. Nous les personnes qu'on aimerait voir, c'est les personnes qui sont quand même assez éloignées des questions de transition. Donc on se rendait compte qu'il y avait une vraie difficulté à approcher un public qu'on pourrait appeler jamais là. Donc je vais revenir sur ce terme un petit peu plus tard. Mais voilà, donc on constatait qu'on était quand même dans un effet de chambre d'écho où on parlait beaucoup avec des gens qui étaient très d'accord avec nous, qui étaient déjà très engagés et qu'il y avait quand même voilà, un vrai enjeu à trouver des moyens d'aller parler à d'autres gens. La photo que j'ai mise, peut-être qu'elle parlera à certaines d'entre vous, c'est une des tentatives, enfin une des démarches qu'on a eues aussi
Et justement, sortir de cette image un peu trop écolo qui pouvait soit faire fuir ou soit attirer que les gens déjà convaincus. Donc c'est notre stand Super Bazar où voilà, on essaie de trouver des moyens détournés en ce moment pour aller parler d'écologie sur les espaces publics. Et là, c'est l'exemple bah, voilà, d'un stand de marché, enfin de quelque chose qui ressemble à un stand de marché en tout cas, avec toute une mise en scène, toute une mise en récit qui sert en fait de parler d'empreinte carbone. Donc, bon, je vous résume rapidement l'animation, mais en fait, les gens viennent, on se pose de préférence dans un marché, au milieu des stands. Les gens viennent et regardent dans les petites caissettes qui correspondent à différentes parties du quotidien, donc le transport, l'alimentation, le chauffage, et ils peuvent choisir différentes alternatives en fonction de leur mode de vie à eux. Et du coup, ils font leurs petites courses. À la fin, ils passent à la caisse. En fait, le stand consiste à calculer leur empreinte carbone. Donc, si je vous ai montré ça, c'est juste pour vous expliquer que voilà, nous, on a la logique d'essayer de trouver des nouveaux moyens, d'aller voir les gens et que bah voilà, cet exemple du Super Bazar, c'en est un, mais ça reste assez limité aussi parce que encore une fois, on touche que les gens qui vont dans les marchés ou qui se déplacent déjà et il y a tout un spectre de la population qu'on n'arrive pas à atteindre encore. Pour détailler un peu ces enjeux, parce que là, j'ai beaucoup parlé de notre perception à nous, je voulais donner un peu des éléments pour les appuyer. Sur l'acceptabilité, la sobriété. Donc je pense que ah, il y a un micro qui est allumé. Hop. Donc sur l'acceptation de la sobriété, j'ai mis ce schéma, qui vient du kit Inventons nos vies bas carbone. Ce schéma, du coup, il représente, l'objectif de réduction d'empreinte carbone individuelle. Donc, la ligne que vous voyez en haut, je vais mettre mon petit laser. La ligne que vous voyez en haut, c'est l'empreinte carbone telle qu'elle est aujourd'hui en moyenne. Donc voilà, avec une grosse part qui est attribuée au transport, une grosse part à l'alimentation, et cetera, au logement. Et en tout petit, tout compacté, c'est l'objectif d'ici 2050 de passer à 2 tonnes. Donc ça, c'est un visuel qu'on peut souvent montrer aux participants de nos animations, qui a le mérite d'être très efficace parce qu'il rend très visible l'effort de réduction de l'empreinte carbone qui est nécessaire, mais qui du coup peut paraître un peu effrayant parce qu'on se rend compte que dans nos modes de vie actuels, il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir garder dans l'état. Donc ça, c'est un peu quelque chose auquel on était confronté quand on a commencé à aller sur la notion d'empreinte carbone, c'est de se dire que ça peut vite être décourageant ou déstabilisant, en tout cas paraître trop intense comme effort pour les personnes qui découvrent ça. Donc il y avait quand même un enjeu de questionner du coup les modes de vie qui impliquent cette empreinte actuelle et de voir comment on peut les faire évoluer pour passer à un objectif de 2 tonnes. Il y avait aussi pour nous l'enjeu qui était hyper important, c'était d'aller au-delà de l'éco-geste. Donc, je pense que c'est le cas aussi de beaucoup d'entre vous qui font de l'animation. On a sans doute, on est passé, parce que c'est un peu, une porte d'entrée évidente par l'éco-geste, par l'approche individuelle de la transition. Bon voilà, outre le fait que c'est répétitif, que des fois ça peut être un peu culpabilisant aussi et qu'on a voilà, qu'on a l'impression de peut-être tourner en rond au bout d'un moment. Il y a cette étude de carbone 4 qui est assez importante et intéressante et qui montre que alors ce graphique il est un peu compliqué à lire, je vais l'expliquer. C'est que donc là on est sur notre objectif de 10-11 tonnes, d'empreinte carbone actuelle. Il faudrait passer à 2 tonnes. Et ces 2 parties-là, ça représente les moyens de la réduire. Donc, l'étude de Carbone 4, du coup, ce qu'elle raconte, c'est que si tout le monde, individuellement, se synchronisait pour adopter tous les gestes, les éco-gestes, tous les gestes individuels, d'une façon vraiment exemplaire, voire héroïque, on arriverait tous à atteindre 20 de cet objectif. C'est beaucoup, c'est indispensable, mais c'est pas du tout suffisant parce qu'il y a encore 60 qui passent par l'action collective et l'action collective, voilà, ça nécessite une toute autre démarche, toute autre approche de la sensibilisation, qui va bien plus loin que l'éco-geste. Et il y avait aussi un autre sujet, un autre point qui nous chiffonnait un peu quand on a commencé à parler d'empreinte carbone. J'ai parlé un peu de culpabilisation tout à l'heure. Il y avait l'enjeu aussi de justice sociale et d'inégalité entre les individus, parce que du coup, on parlait d'une empreinte carbone moyenne de 10 tonnes, donc comme toutes les moyennes, ça cache d'énormes disparités. Il y a ce graphique, je pense que beaucoup aussi d'entre vous ont vu d'Oxfam, qui montre comment se répartit cette moyenne d'empreinte carbone entre les différents déciles de population, les différents déciles de population en fonction des revenus. Et bah, ce qui est frappant ici, bah, c'est que les 10%
des personnes les plus riches sont responsables d'un quart des émissions, alors que la moitié de la population la plus pauvre, elles sont responsables que de 30% des émissions. Donc, ce que ça montre, c'est qu'il y a il y a plusieurs types d'inégalités quand on parle de transition écologique. Il y a les inégalités de responsabilité. Donc, effectivement, c'est les personnes au plus haut niveau de revenus qui sont le plus responsables des émissions de CO2 et donc du réchauffement climatique. Il y a des inégalités d'exposition, parce que c'est les personnes les plus précaires qui vont subir le plus brutalement, en tout cas, les effets du changement climatique. On peut penser aux passoires thermiques, enfin, du coup, aux bouilloires thermiques, on appelle, pour les logements qui vont devenir très chauds pendant les étés caniculaires. C'est un exemple parmi d'autres. Et il y a aussi une inégalité d'accès à des solutions durables. C'est beaucoup plus facile de faire face aux effets du changement climatique quand on en a les moyens que quand on ne les a pas. Donc c'est un peu la question que ça amène ici, c'est comment sortir du... Donc là, je reprends une citation que j'ai entendue dans une réunion de Rennes Métropole en début de semaine. Comment on sort du quand on veut, on peut, et pour aller plutôt vers quand on peut, on veut. Euh, Et pour illustrer encore un des autres points que j'avais évoqué tout à l'heure, l'enjeu de rencontrer des nouveaux publics. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure des fameux jamais là, comme on les appelle. Donc, ce terme, il vient pas de moi, il vient pas de l'ALEC, il vient d'une réflexion qui a été menée par un groupe d'intérêt du réseau Plan Climat qui est animé par la région Bretagne et Brézalec, où du coup, bah voilà, différents animateurs chargés de mission PCET se sont réunis pour essayer d'identifier qui pouvaient être ces publics jamais là. Donc c'est dans un document qui a été créé en 2021. Donc dans ces jamais là, on a différents genres de publics. Donc on a bah voilà, tous les personnes éloignées des transitions pour des raisons sociales et économiques. Donc je parlais des publics plutôt précaires. On a les jeunes, les agriculteurs, les touristes et résidents secondaires, notamment en Bretagne. Toutes les personnes qui sont déjà investies sur de l'associatif par ailleurs, les agriculteurs, les personnes qui sont éloignées géographiquement aussi, qui sont plus isolées, qui n'ont pas d'appartenance particulière au territoire qu'il est dur de mobiliser. Et là, ce qui va commencer à nous intéresser aujourd'hui, du coup, tous les actifs qui exercent un emploi éloigné de la transition énergétique, donc ce qui veut dire bah, tous les actifs qui ne travaillent pas dans une entreprise qui a pour mission d'œuvrer pour la transition. Et puis, on a les chefs d'entreprise et dirigeants. Donc déjà, voilà, on a des petits éléments qui vont nous amener à l'origine du projet Sortir du cadre. Donc voilà, tout ça, voilà, c'est le fruit d'une réflexion collective des gens qui animent sur le terrain sur tous ces différents profils qu'on a du mal à capter, en tout cas, qu'on a du mal à saisir. Et ça a pas mal nourri notre réflexion qu'on a dû construire ce qui allait devenir le projet Sortir du cadre. Donc en résumé, les questionnements qu'on avait à la LEC à ce moment-là. Le premier, comment rencontrer de nouveaux publics? Voilà. Comment sortir de la sphère des convaincus qu'on arrive à avoir en contact aujourd'hui? Comment sortir de l'injonction à la sobriété? C'est-à-dire comment changer de discours pour que voilà, la sobriété soit désirable et soit pas juste une nouvelle injonction qu'on donne aux individus. Comment appliquer au-delà de l'éco-geste? Donc comment sortir de l'approche vraiment individualiste de l'écologie? Et surtout, bah, comment prendre en compte la justice sociale? Donc c'était vraiment les 4 piliers qui nous ont servi à construire notre projet. Donc voilà, c'était des réflexions, c'était des choses qu'on avait en tête depuis pas mal de temps. Et on a saisi l'opportunité d'un appel à projet de la région Bretagne, auquel on avait déjà répondu sur d'autres éditions, donc qui s'appelait Mobilisation et participation des citoyens citoyennes dans les démarches de transition énergétique et climatique. Et voilà, donc on avait déjà répondu à d'autres éditions de cet appel à projet sur de la création de stands, voilà, sur des approches un peu plus classiques. Et pour cette édition-là, on a vraiment choisi de proposer un projet spécifique pour une population des Jamélas qu'on avait identifié. Donc voilà, ceux qui ne viennent pas ou peu aux ateliers qu'on proposait jusqu'à présent. Et du coup, on a choisi bah, les cadres et dirigeants en faisant un peu le lien aussi avec les professions éloignées des transitions. En tout cas, on s'est dit que les cadres supérieurs et dirigeants d'entreprise, c'était vraiment le focus qu'on allait donner. Euh, donc dès le départ, c'était quelque chose de très nouveau pour la LEC, parce que ça changeait quand même beaucoup de nos pratiques, des habitudes qu'on avait jusqu'à maintenant en termes de sensibilisation. L'enjeu, un des enjeux forts, quelque chose qui était vraiment nouveau pour nous, c'était la posture qu'on prenait, c'était celle de vraiment de comprendre
et de décrire un public nouveau. Donc de vraiment s'attarder à essayer de comprendre qui est ce groupe de Jamela qu'on ne connaît pas encore et qu'on a un peu besoin de mieux cerner pour pouvoir leur parler. Donc, l'idée première du projet, c'était de partir à la rencontre de cadres supérieurs et dirigeants de la métropole rennaise, que je vais appeler CSP+, à plusieurs reprises dans la présentation, pour comprendre leurs opinions sur les enjeux actuels et futurs, par rapport à leur consommation, par rapport à leur mode de vie, par rapport à leur impact écologique. En gros, aller les rencontrer, leur parler des enjeux environnementaux actuels, les interroger un peu sur leur mode de vie, leur façon de consommer et comment ils font le lien entre tout ça. Ça dans un premier temps et dans un deuxième temps, après les mobiliser, les garder avec nous dans un temps plutôt long, pour, explorer avec eux la notion d'imaginaire, donc comprendre avec eux que c'est des imaginaires qui régissent nos modes de consommation et voir dans quelle mesure on peut les questionner, les faire évoluer. Donc tout ça dans une logique de travail collectif avec ses dirigeants et cadres supérieurs. Donc pour nous, c'était vraiment une nouvelle approche parce que ça nous permettait de parler de sobriété différemment. Donc, déjà répondre à notre besoin de sortir de l'approche individuelle de la transition écologique pour la traiter au sein d'un collectif. Donc l'idée, c'était vraiment qu'on allait créer un groupe de personnes et qu'on allait avoir tout un parcours avec eux. Et puis aussi sortir de l'éco-geste et vraiment parler de la question des imaginaires collectifs qui font qu'on a ces modes de consommation aujourd'hui. C'était aussi, faire un exercice d'imagination, d'imaginer collectivement des alternatives respectueuses des limites planétaires et des enjeux sociaux. Donc voilà, on avait très l'habitude de donner des solutions concrètes, des éco-gestes, des petites choses à faire, à intégrer tout de suite dans son quotidien. On n'avait pas encore vraiment attaqué la question des imaginaires, donc ça, c'était un exercice vraiment nouveau pour nous. Et puis, ce qui nous intéressait aussi, c'était de se dire que les cadres et dirigeants, comme le nom du webinaire l'indique, c'est vraiment des leaders d'opinion. Donc, c'est des personnes qui sont influents à la fois dans leur sphère professionnelle et aussi dans leur sphère personnelle. Et du coup, l'idée de mobiliser des personnes dans cette catégorie sociale, c'était aussi d'avoir des acteurs relais, pardon, heu, influents, vraiment outillés pour amener la question de la transition et vraiment pour, des relais de parole dans des sphères que de toute façon, nous, on avait du mal à atteindre. Et surtout, ce qui était très important pour nous, ouais, c'est ça, c'est changer de méthode, travailler complètement autrement. Donc dès le début, on avait l'idée de mobiliser des sciences humaines, a priori plutôt la sociologie, pour aller vers, donc vraiment pour apprendre à connaître et sortir de l'approche descendante qu'on avait jusqu'à maintenant. Heu, Comme c'était nouveau pour nous ce projet, on avait vraiment un besoin d'avoir des nouvelles méthodes, d'avoir une méthodo vraiment innovante, d'être très créatif dans la création dans le déroulement du projet et surtout de développer un projet en mode agile. Donc, avec des nouvelles compétences pour nous permettre de le faire. Donc l'agilité, c'est vraiment quelque chose qui a été nouveau aussi pour nous, parce que quand on a lancé le projet, on ne savait pas exactement où est-ce qu'on allait. C'était vraiment une grosse découverte pour nous. C'était pas du tout dans nos habitudes d'avoir des démarches aussi exploratoires. Du coup, là, voilà, le fait de développer des compétences d'agilité, c'était vraiment important pour nous. Et donc pour ça, on a dû avoir du renfort. Donc on avait lancé un appel à manifestation d'intérêt au tout début du projet, voilà, pour expliquer tout ça, qu'on avait cette démarche-là, qu'on avait ces envies-là, ces objectifs et surtout ces besoins de nouvelles compétences pour aller au-delà de ce qu'on savait faire déjà. Et du coup, on a eu la chance d'avoir une réponse collective d'un duo de consultantes qui nous ont accompagnés à la fois sur la méthodologie et puis aussi sur tout le volet sociologie du projet que je vais vous détailler un peu plus tard. Du coup, on avait, dans un premier temps, on avait Sylvie Courcelles-Labrousse de la société InnoFaber, donc sociologue de formation avec vraiment une expertise dans l'innovation, l'intelligence collective, la créativité et la prospective. Et on avait aussi Mathilde Guillard, qui, je crois, est parmi nous aujourd'hui,
Du coup, voilà, qui est la société Green Cyclette, donc facilitatrice, formatrice, avec une expertise sur l'accompagnement au changement, la question des imaginaires qui est associée à nos modes de vie. Donc, c'était un duo qui tombait parfaitement bien dans le cadre du projet et qui a joué un rôle hyper important dans sa réussite et voilà, parce qu'il y avait quand même pas mal d'enjeux de changement de méthode, de travailler vraiment différemment pour la LEC et l'accompagnement nous a vraiment permis de faire ce petit pas de côté. Très rapidement, là, je vais vous montrer des éléments qui sont dans le rapport final. À la fin, je vous donnerai le contact si vous voulez récupérer le rapport final qui contient beaucoup plus d'infos que ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour vous faire une petite chronologie du projet, ce qui va nous permettre de détailler son contenu. Donc en septembre 2022, c'est la date à laquelle on a été notifié qu'on était lauréat de l'appel à projet de la région. Voilà, donc l'appel à projet, du coup, faisait que le projet était effectif à partir du début d'année 2023. Donc, du côté de la LEC, on a passé quand même un peu de temps à peaufiner, à savoir qu'est-ce qu'on avait besoin comme accompagnement, et voilà, à affiner le projet. Ce qui nous a permis, au printemps, de lancer l'appel à manifestation d'intérêt qui nous a permis de rentrer en contact avec Sylvie et Mathilde. Et durant le printemps, du coup, on a eu voilà, divers échanges pour commencer l'accompagnement avec les deux consultantes et pour constituer aussi une équipe projet au sein de la LEC, donc définir qui allait être mobilisé, parce que voilà, au fur et à mesure du projet, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir de la ressource humaine en face pour réussir à le mener à bien. Et on a pu aussi esquisser un peu les premiers contours de la méthodologie de projet. Vous allez voir du coup sur cette représentation du déroulé du planning du projet. Donc j'ai pris l'analogie de l'iceberg, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des parties vraiment de travail qui sont immergées, donc qui se sont faits vraiment en workshop, en atelier au sein de l'équipe projet, dans les bureaux de la LEC, voilà, pas visible publiquement. Et il y a une partie qui va un peu sortir où ça va être toute la partie publique où on a recruté des participants, on a fait des ateliers, etc. Donc je vais vous détailler ça. Euh, pour des raisons de coût, parce que voilà, la sociologie, ça demande beaucoup de ressources, parce qu'on était sur une approche vraiment qualitative. L'idée, c'était d'aller parler aux gens, c'était pas de faire des questionnaires quantitatifs. Pour des raisons de coût, du coup, on a fait le choix de passer en formation-action dans l'idée en fait que ce soit les personnes de l'équipe projet, donc les salariés de la LEC et les autres personnes en plus qui se sont greffées, de faire les entretiens. Donc d'aller vraiment sur le terrain, rencontrer les personnes, leur adresser un questionnaire, traiter les réponses, etc. Donc on a eu toute une grosse partie sur le deuxième semestre 2023 de formation action de l'équipe de l'ALEC à l'enquête sociologique. Et c'est ce qui était important aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée du projet, c'est aussi nous enrichir, nous, en compétences, de nous changer nos pratiques. Donc c'est aussi pour ça que ce choix a été fait. Du coup, dans cette équipe projet qui a suivi la formation, il y avait 4 collègues de l'ALEC. Donc, il y avait Pauline, Fanny, Anaïs et Marjorie. Et 2 personnes de Rennes Métropole qui se sont joints à nous aussi, voilà, des services avec qui on travaillait. Et puis les 2 consultantes aussi qui ont fait la partie terrain avec nous. Donc la formation, rapidement, je ne détaille pas trop, mais c'était la formation à la recherche documentaire, la construction d'un guide d'entretien, la passation des entretiens, avec la notion de posture qui est assez importante, et l'analyse des entretiens. En septembre 2023, du coup, parallèlement à peu près parallèlement à la formation action, on a lancé le recrutement des panélistes. Donc je vais parler de panélistes parce qu'en fait le groupe de cadres et dirigeants qu'on a utilisé, il constitue un panel, c'est des gens qu'on a suivis sur le long cours. Donc voilà, quand je parlerai de panélistes, je parlerai des cadres et dirigeants. Donc là, il y avait un énorme enjeu parce que ce public n'est jamais là par nature. S'il est jamais là, c'est parce qu'on a du mal à l'avoir. Et du coup, là, il a fallu redoubler d'efforts très très fort pour réussir à constituer un groupe. On avait l'objectif d'avoir à peu près une douzaine de personnes. Donc, je vous le dis d'avance, on a fini par réussir. Donc voilà, ça a nécessité l'activation de plein de réseaux, des réseaux pro, des réseaux perso, de cercles primaires, secondaires, tertiaires. De la communication aussi, notamment par LinkedIn, qui a pas mal marché. Et justement, sur cette question de la communication,
il y avait quand même un enjeu à convaincre des personnes qui, par définition, n'ont pas forcément beaucoup de temps à donner bénévolement à une structure qui fait des projets de recherche, des projets d'exploration comme ça. Et surtout, il fallait être très transparent sur ce qu'on cherchait, qu'on parlait être très transparent sur le fait qu'on adressait la question de la justice sociale, des inégalités de responsabilité, qu'on allait chercher des cadres et dirigeants pour ça, qu'il y aurait un volet social, qu'on allait quand même les interroger un peu sur leur vie, tout ça. Donc, ce flyer recto verso là que je vous affiche à l'écran, ça a fait le fruit d'une très grosse réflexion. Ça a été le fruit d'une très grosse réflexion de l'équipe projet parce que du coup, chaque mot était important. Il fallait résumer toute notre démarche dans très peu d'éléments et surtout, il fallait s'assurer qu'on mobilise des personnes qui allaient s'engager sur le long cours parce qu'il y avait un risque très important quand même, c'est qu'on mobilise des personnes et qu'on les perde au fur et à mesure et qu'on finisse avec un groupe avec plus personne à la fin et que le projet capote un petit peu. Donc ça fera partie. Ce document, il est dans le rapport aussi. Les enjeux principaux, enfin les axes, les motivations principales qu'on a mis en avant, c'était surtout le fait que les cadres et dirigeants qui allaient participer, ils étaient invités à partager librement leurs opinions avec d'autres cadres et dirigeants dans un cadre confidentiel. Donc il y avait vraiment cette idée de parler avec ses pairs qui ont la même position sociale, les mêmes contraintes, les mêmes responsabilités, et voilà, de partager leur opinion dans ce cadre-là. De réfléchir en intelligence collective aux enjeux sociétaux de demain. On est parti beaucoup du principe que qu'on soit cadre supérieur ou dirigeant, on a quand même de fait une vision prospective. Dans le cadre de son travail, on fait de la prospection, on se projette sur le long terme. Et du coup, c'est ce qu'on trouvait important, intéressant à mettre en avant, c'était que ce groupe, il permettait ça, de partager ça avec d'autres. Il y avait l'idée de participer à des ateliers créatifs pour booster votre imagination et dessiner une vision du futur. Donc l'idée aussi qu'on allait apporter quelque chose de nouveau, que ça allait être un temps quand même stimulant, un peu décalé. Et ben, évidemment que les personnes qu'on cherchait, on souhaitait qu'elles s'engagent à participer à plusieurs rendez-vous sur à peu près 6 mois, donc à partir de la mi-octobre. Voilà, ce qui comprenait toute la partie d'entretien et la partie d'atelier dont je vais vous parler après. Voilà. Donc voilà, c'était une partie quand même assez stressante, assez intense de réussir à constituer ce groupe. Et ben, heureusement, ça aboutit à la constitution d'un groupe satisfaisant en termes de quotas qu'on s'était fixés, qui correspond aux objectifs d'avoir 12 participants, d'avoir une répartition homme-femme, cadre, chef d'entreprise. Et on a réussi à constituer ce groupe aussi dans les temps pour pouvoir après lancer la partie entretien, donc entretien qualitatif. Donc là, une nouvelle fois, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'il y a le webinaire du 12 juin et le rapport complet qui va détailler complètement l'approche sociologique. Mais en résumé, avec ces 12 personnes, on s'est réparti avec l'équipe projet des entretiens d'à peu près 1 heure et demie. Donc, ce qui fait quand même beaucoup d'échanges, 1 heure et demie d'entretien sur les modes de vie des personnes, sur leur vision du futur, du présent, des enjeux écologiques. Ça amène beaucoup de matière. Tous ces entretiens, ils ont été entièrement retranscrits en plus, ce qui a demandé aussi beaucoup de temps. Donc j'insiste beaucoup dessus parce que ça va être un des aspects du projet, c'est il mobilise beaucoup de ressources humaines en tout cas. Donc voilà, des entretiens d'1 h 30 partagés entre nous, entièrement retranscrits, et une journée de travail après pour réaliser l'analyse de ces entretiens, parce que le but, c'était pas juste de constituer un corpus, c'était quand même que ça nous fournisse de la matière pour la suite du projet. Là, c'est un visuel, juste parce que je tenais à mettre en avant quand même les méthodes qui ont été proposées par Mathilde et Sylvie pour nous faire tout ce travail-là. Surtout qu'on avait des temps assez limités quand même, parce que la journée workshop pour faire l'analyse des je ne sais pas combien de pages et je ne sais pas combien d'heures d'entretien, voilà, c'était assez limité. On avait une journée quand même pour avancer au maximum dessus. Et voilà, les méthodes qu'elles nous ont proposées étaient quand même décalées, hyper efficaces. Donc là, vous voyez, il y a du collage, il y a différentes méthodes de résumé, de filtres, de tri croisés, etc. Et c'était assez impressionnant. Enfin, je pense que
les collègues de l'équipe projet qui sont là, ils seront d'accord avec moi pour dire que c'est assez époustouflant la quantité de travail qu'on pouvait produire en une journée avec des méthodes de créativité. Donc voilà. Donc tout ça, voilà, ça nous a permis vraiment d'aboutir à une synthèse un peu globale du panel de cadres et dirigeants qu'on avait réussi à créer. euh, Ça a vraiment permis d'avoir un premier aperçu, une première connaissance en tout cas de qui on parlait et d'avoir déjà des petits insights, des signaux faibles qui commençaient à émerger. Donc suite à ça, on a pu enfin passer à la partie vraiment émergée de l'iceberg, c'est-à-dire faire se rencontrer les différents groupes, les différentes personnes du groupe de cadres et dirigeants qu'on avait créé. Donc il y a eu un premier temps un peu, enfin semi-formel d'afterwork, vraiment l'idée de créer la rencontre, faire de la cohésion, de rappeler un peu les gros enjeux du projet. Et aussi de recueillir un peu d'infos supplémentaires sur les participants pour affiner la connaissance qu'on avait d'eux. Et ce qui est important là, donc ça c'était le premier atelier d'une série de 6 ateliers. Ce qui est important, c'est que vraiment la partie enquête sociaux, ce qu'elle nous a permis de faire, c'est vraiment de construire au fil de l'eau les ateliers qu'on allait leur proposer. C'est-à-dire que au moment où on les a rencontrés pour la première fois pour faire entre le recrutement ou l'enquête sociologique, on n'avait encore aucune idée de ce qu'on allait leur proposer comme atelier. Donc l'enjeu, c'était vraiment de capitaliser sur toutes les connaissances, toutes les infos qu'on sortait de cette partie études sociaux pour leur proposer les ateliers les plus adaptés, qui allaient vraiment leur servir à quelque chose, leur apporter ce qu'ils cherchaient, qui allaient avoir un niveau de complexité, leur proposer un niveau de complexité de connaissances qui était en accord aussi avec ce qu'ils avaient déjà. L'idée, c'était de se dire qu'on aurait pu choisir de faire une fresque du climat, mais si on s'était rendu compte qu'ils étaient déjà un peu calés sur les enjeux, ça aurait été un peu inutile. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de se nourrir de tout ce qu'on apprenait d'eux pour construire ce parcours. Voilà. Après ce premier atelier de cohésion, il y a eu un premier atelier du coup sur le donut. Parmi les infos qui sont sorties des entretiens, c'est qu'on avait des gens quand même qui connaissaient le sujet, qui avaient conscience de l'enjeu de justice sociale. C'est pour ça que naturellement le donut qui croise planchers sociaux et limites planétaires, il a apparu pertinent. C'était des personnes qui avaient besoin aussi de concret. Du coup, on a enchaîné l'atelier vraiment de découverte du donut par un atelier d'appropriation avec vraiment un exercice de cas pratique à l'échelle d'une structure. C'était des personnes aussi qui ressentaient le besoin d'être aidées pour en parler autour d'eux des enjeux écologiques, pour convaincre, pour pas se faire piéger par les discours tout faits. Donc c'est pour ça que les consultants du coup nous ont proposé un atelier sur les discours de l'inaction climatique, les 12 discours qui viennent d'un travail de l'université de Cambridge que certaines d'entre vous connaissent sans doute, probablement. Et enfin, un atelier sur les imaginaires, vraiment sur comment sont construits les imaginaires, en tout cas comment ils sont alimentés, avec un gros focus sur les méthodes de communication qu'on peut avoir dans les campagnes de prévention, dans la publicité, avec une approche vraiment un peu plus psycho. Voilà, un peu pour conclure toute cette partie atelier d'outillage. Et à la toute fin du coup du semestre, un atelier de bilan et de clôture vraiment pour faire le point, essayer de prendre la température aussi sur où est-ce qu'ils en étaient maintenant par rapport à leur état, leur point de vue, leurs sentiments au tout début du projet. Pareil aussi, donc ça c'est une partie très intéressante mais qui mérite beaucoup de temps de détail. Donc ça je vous reporte vers le rapport ou vers le webinaire du 12 juin pour avoir plus de détails. On a beaucoup de verbatim en tout cas qui témoignent de changements de perspective, de changements de point de vue quand même très intéressants. Une petite image, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des ateliers parce que du coup, vous imaginez que c'était assez dense, des ateliers qu'on leur a proposés, mais c'est juste pour donner un peu la tonalité, où l'idée c'est que, au même titre que pour la formation action, on avait des méthodes de créativité un peu décalées, beaucoup de manipulation, une approche kinesthésique quand même assez présente. Les ateliers qu'on a fait
enfin les ateliers auxquels les cadres et dirigeants participaient, ils étaient à peu près de cet acabit-là aussi. Donc l'idée, voilà, c'était d'avoir des... On était sur des temps soit du samedi matin, soit du mardi soir. Donc l'idée, c'était quand même d'avoir des ateliers énergiques. On était avec des personnes vraiment qu'on récupérait à la sortie du boulot, après de grosses journées de boulot. Donc il y avait vraiment une importance à donner de la cadence, du rythme, à changer souvent d'atelier, mais tout en allant quand même assez loin dans les apports en connaissances et dans les réflexions qu'on menait. Donc voilà, une petite synthèse visuelle de l'ambiance globale des ateliers. Voilà, avec des méthodes créatives, ludiques, décalées. Il y avait un gros enjeu à créer de l'esprit de groupe aussi, à créer de l'entraide. Il y avait la question du lâcher prise aussi qui était importante. Voilà, il fallait quand même créer un moment un peu plus, un espèce de temps suspendu. C'est d'ailleurs ce que venaient chercher ces personnes-là aussi, un temps suspendu, un temps de respiration pour des personnes qui ont quand même un quotidien un peu intense, pour se poser et réfléchir vraiment à une problématique complexe. Et voilà. Donc après tout ça, on a eu un petit temps de digestion, on va dire, parce que voilà, ça avait été assez intense et on a consacré la fin d'année du coup à produire le bilan. Donc le bilan, il comprend plein de choses, donc il comprend toute la partie que je vous présente aujourd'hui, mais il comprend surtout tout le rapport sur enfin, le bilan de la méthodologie, de comment elle a été mise en place, et aussi le rapport de l'enquête sociologique, parce que c'est quand même ça la matière qui est hyper importante, un peu lors de ce projet-là, c'est les verbatims, vraiment tout ce qu'on a récolté à la fois pendant les entretiens sociaux au tout début du projet, mais aussi à l'issue de chaque atelier, parce qu'à chaque atelier, on a fait des temps de parole des temps rôtis, comme on appelle, voilà, pour récupérer les retours à chaud des participants et essayer de mesurer l'évolution qui a pu s'opérer chez eux tout au long du parcours. Euh, pour aller rapidement sur les apports, je peux quand même laisser un petit temps de questions à la fin. Ce que ça nous a apporté, nous, à la LEC, c'est vraiment un changement de perspective et l'expérimentation de nouvelles méthodes. Donc ça tombe bien, c'est ce que je disais, ce qu'on allait chercher. Donc, une expérimentation de forme de travail agile, donc qu'on connaissait pas du tout et qui a été rendue possible en tout cas par l'accompagnement des consultants. Donc, je reviens encore sur vraiment la qualité de l'accompagnement. La mise en pratique de la lait vert, donc on en parlait beaucoup et on est très content d'avoir enfin pu passer du temps de qualité et vraiment à questionner des gens sur le long cours et à vraiment comprendre qui ils sont et comment leurs choix sont déterminés et agis. Une ouverture thématique aussi. On avait très envie depuis longtemps aussi de sortir du tunnel du carbone. Donc le tunnel du carbone, c'est quand on adresse la transition écologique que par l'entrée carbone. Donc c'est une approche un peu comptable finalement parce qu'on compte des grammes, des kilos, des tonnes de CO2. Mais il y a aussi tous les autres enjeux comme la biodiversité, la ressource en eau, etc. Donc le modèle du donut, le fait de s'approprier le modèle du donut, en tout cas nous, ça nous a permis d'intégrer ça, toutes les limites planétaires, aussi les planchers sociaux, et c'est quelque chose qui va vraiment nous ouvrir un peu les perspectives en termes de sensibilisation à la LEC. Et puis du coup, parmi les ateliers qu'on a proposés, il y en a plusieurs qu'on a choisi de conserver, de proposer au même titre que les autres ateliers qu'on proposait avant. C'est-à-dire que maintenant, on fait auprès d'associations, de collectivités ou d'entreprises des ateliers sur le donut, inspirés de celui qui a été fait dans le groupe, et des ateliers aussi sur les discours de l'inaction climatique, dont on a pu faire une expérimentation, notamment auprès des agents de Rennes Métropole ou en interne à la LEC. Et l'idée aussi, c'est que maintenant, on a une méthodo, enfin, on a une expérience de projet aussi, c'est l'objet de ce retour d'expérience, c'est que l'idée, ce principe d'aller rencontrer les gens, de créer des groupes d'influence dans des espaces qu'on n'arrive pas à avoir, c'est quelque chose qu'on imagine tout à fait répliquer ailleurs, sur le territoire breton, sur le territoire national. Donc il y a aussi l'enjeu de se dire qu'on peut capitaliser là-dessus. Et puis aussi, du coup, on a un groupe de panélistes plutôt solide qui a été très impliqué tout du long. On a eu quand même une très grosse majorité des participants qui ont pu suivre le parcours dans son intégralité et qui nous ont exprimé clairement l'envie de rester en lien, de se faire le relais du projet si c'était nécessaire et s'il y avait une suite à donner, en tout cas de pouvoir être mobilisé pour nous aider. Et puis aussi un groupe de participants qui sont outillés pour contrer les discours d'inaction, pour essayer d'agir sur les imaginaires, pour parler du donut dans leur contexte pro, perso. Donc ça, c'est quand même super important pour nous. Puis en termes d'apport, du coup, on a une caractérisation vraiment qualitative et plus précise d'un des publics jamais là qu'on avait identifié au début.
Donc c'est à noter que c'est non généralisable, on n'a pas fait une grosse enquête, c'était un tout petit panel, mais ça donne quand même quelques signaux faibles, voilà, qui peuvent vraiment nourrir la réflexion de la communauté. Voilà, donc ça c'est un rappel. Donc il y aura où il y a déjà le lien d'inscription dans le chat si vous voulez en savoir plus vraiment sur le retour de l'enquête sociaux, sur vraiment comment on a construit les entretiens, comment on a construit la formation action, le détail des ateliers aussi. Tout ça, c'est des choses qui pourront être évoquées du coup pendant un webinaire du 12 juin qui du coup sera un peu plus long et qui sera animé par les consultantes. Si vous voulez voir le rapport, voilà, c'est un format pas très synthétique, donc je préviens tout de suite, c'est à peu près 90 pages, mais voilà, ça contient un petit peu voilà, tout le détail de ce que j'ai évoqué. Si vous voulez ce rapport-là, vous pouvez me contacter. Pareil, mon adresse, elle sera redonnée dans le chat à la fin de la visio. Et voilà, vous pourrez à votre guise consulter voilà, tous les verbatims, tous les extraits qu'on a pu choisir dans les différents entretiens. Et la question qui vient un peu conclure tout ça, c'est le et après. Nous, l'appel à projet est terminé, notre financement est terminé là-dessus, mais on a quand même des envies de continuer pour prolonger la démarche. À la fois, on aimerait trouver des moyens de faire vivre le groupe constitué, parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose de fort qu'il faut garder. On a envie, pourquoi pas, de reproduire le parcours auprès d'un autre groupe pour essaimer un peu le projet. On a aussi dans l'idée d'étudier un des autres publics de Jamela. Donc on a vu, il y en avait plusieurs quand même. Là, on a fait le focus sur un ou deux, enfin un voire deux de ces profils-là. Et puis aussi, ne pas oublier que c'est important de traiter la justice sociale en s'intéressant aux catégories sociales supérieures, mais qu'il ne s'agit pas de laisser qui que ce soit de côté. Donc, trouver aussi des moyens de laisser les publics les plus défavorisés, de mobiliser, d'impliquer les publics plus défavorisés, parce que comme je disais, c'est eux aussi qui vont quand même subir plus les impacts du changement climatique. Donc, la discussion doit y avoir une discussion avec eux aussi. À ce sujet-là, du coup, juste pour donner rapidement ce qu'on fait cette année à l'ALEC, donc on a un travail sur les quartiers prioritaires dans le cadre de notre programme avec la ville de Rennes, qui nous permet pareil d'explorer un peu. Donc on n'est pas du tout sur une démarche aussi forte que sortir du cadre, mais voilà, c'est une première prise de connaissance. Petite pub pour la conférence locale du climat du 22 mai, où il y aura un atelier sur le donut où on sera en co-animation avec le projet IRISE de l'Université de Rennes. Donc, je vous invite à suivre. Et il y aura aussi un atelier à suivre sur la question de la justice sociale. Donc voilà, si c'est vraiment des sujets qui vous intéressent, je vous invite à y participer. Et un peu plus tard, le 6 juin, on sera à l'ALEC avec des partenaires à Ascoria pour une conférence pareille sur la justice sociale. Donc, Ascoria, c'est l'école des métiers du travail, enfin l'école du travail social. Donc la conférence qui s'appelle S'allier pour une écologie juste, pareil, le sujet ce sera la justice sociale, gratuit sur inscription. Pareil, le lien vous est donné à la fin. Voilà pour ma présentation. Donc c'est un très gros projet, donc j'ai l'impression d'avoir beaucoup survolé. Encore une fois, il y aura d'autres temps pour aller plus loin. Là, il nous reste un petit peu de temps avant la fin. Du coup, ce que je propose, c'est si certaines d'entre vous ont des questions, de les poser maintenant. Donc soit vous pouvez parler au micro, vous pouvez aussi utiliser le chat. Geoffroy, il y avait une première question déjà de Ouais, Christelle tout à l'heure, qui voulait en oui, savoir un peu plus sur le profil des 12 ouais, cadres dirigeants qui ont participé. ok. Alors, donc pareil, le rapport détaillera ça beaucoup mieux pour avoir un petit aperçu rapidement. Donc on avait, attends, il faudrait que je retourne sur mes notes. Tac, tac, tac. Désolé, j'ai essayé de ne pas vous rendre malade avec mon retour. J'ai pas envie de dire de bêtises. Hop. Ok. Alors, voilà, au départ, on avait 13 participants, on en a perdu un en cours de route qui finalement était plus dispo, mais ça tombe bien. C'est pas grave parce qu'on avait besoin de 12 personnes. Donc on avait 4 femmes, 8 hommes, on avait 9 cadres supérieurs et 3 chefs d'entreprise. Donc c'est globalement l'échantillon effectif, il est assez proche de celui qu'on avait imaginé. Il y avait donc il y avait une chef d'entreprise d'un cabinet de consulting plutôt en RH. On avait un dirigeant d'une société immobilière. On avait
deux dirigeants de sociétés immobilières, on avait quelqu'un qui travaillait dans le numérique, on avait des dirigeants plutôt de structures publiques, parapubliques, un DGS de commune. Voilà, c'était assez varié en tout cas en typologie de métier, de profil, et sur une tranche d'âge à peu près 35-60 ans. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Je vais laisser Ouais, Christelle répondre et je retourne à la fin. poser une autre question sur les enseignements de Ouais, ce que ouais. vous avez fait. Alors les enseignements plutôt pour la LEC ou en termes de méthode, ou les enseignements pour, enfin, de ce qu'on a appris des personnes? Parce que ça peut être un peu les deux. Nous, les enseignements, bah déjà, c'est que si on veut vraiment faire de la sensibilisation qualitative, il faut consacrer du temps et des moyens. Bon, ça, c'est pas une grosse surprise, mais on voit vraiment l'impact. Parce que les ateliers qu'on aurait proposés, on les aurait jamais développés si on n'avait pas eu cette connaissance fine des participants. Et après, en enseignement sur les participants, alors là, pareil, il y a énormément de choses que j'aurais du mal à résumer en une poignée de minutes, mais on avait des participants quand même qui étaient pas insensibles aux questions de transition environnementale, qui connaissaient les sujets, qui avaient une connaissance, enfin, qui avaient des connaissances pour la plupart, qui avaient plusieurs connaissances, mais à qui il manquait peut-être une vision un peu globale. Je pense que le parcours leur a permis un peu de reconnecter aussi tout ce qu'ils connaissaient. Et quelque chose qui était intéressant aussi, c'est que le temps, c'est vraiment une notion importante pour ces personnes-là. Et c'est compliqué de se mettre à l'action, de suivre la sensibilisation, qu'on n'a pas beaucoup de temps. Du coup, créer des moments vraiment adaptés entre pairs et tout, on voit que ça répond vraiment à un besoin, voilà, de la part de ces personnes-là qui manquent pas de volonté en tout cas pour s'intéresser à ces enjeux-là, mais qui ont vraiment besoin voilà, d'une prise en charge en fait. Il faut qu'on prenne en charge ces personnes-là pour vraiment les aider. Est-ce que ça répond à la question? Ah, le lien fonctionne pas. Eh ben, on vous enverra quelque chose après. C'est peut-être pas le bon. Je vois une main levée de Marion. Ouais, parce que j'avais la flemme d'écrire, mais je vois que Ouais. Catherine a posé une question, donc on va peut-être Ok. laisser la Ok. question de Alors, Catherine. Je vais ouais, essayer d'écrire peut-être. ouais. Je lis la question de Catherine du coup. Alors, pour la réplicabilité, quels outils, messages pour les CSP+, sans avoir à reproduire toute la méthode lourde et pour toucher des publics moins convaincus que les membres du panel? Alors, quels outils, messages? En tout cas, quels outils? Je pense les ateliers qu'on a développés, en tout cas, qui sont spécialement adaptés, ça, je pense que c'est clairement réplicable. Un atelier d'ONOT avec mise en pratique concrète et tout ça, du coup, on a bien vu comment fallait le construire, comment fallait l'axer, l'orienter. Donc, ça fonctionne bien. L'atelier sur les 12 discours, on a voulu le faire évoluer un peu parce qu'on pense qu'il pouvait être amélioré, mais pareil aussi, on peut l'adapter un peu mieux. Et en termes de messages, c'est un peu toute la partie que j'ai un peu survolée sur le dernier atelier sur les imaginaires. Les imaginaires, ils ont permis de montrer aussi qu'est-ce que c'était les mots impactants, qu'est-ce que c'était les visuels, vraiment les choses qui pouvaient faire réagir ce profil de population. Du coup, voilà, un mix d'ateliers où on intègre vraiment les mots-clés, les termes, les bons angles, c'est ça qu'on peut mobiliser en tout cas pour répliquer. Est-ce que ça répond à ta question, Catherine et Marion? Ça répond en partie, mais ça veut Ouais. dire quand même qu'on a, enfin, pour toucher des publics qui sont moins Mmh. convaincus. C'est-à-dire que là, on touche quand même Ouais. des gens qui sont prêts à venir pour un atelier de 2 Oui. heures sur un Ouais. sujet, etc. Ouais. Donc la phase amont, en fait, l'amorçage, qu'est-ce qu'il y a avant? Oui, oui, c'est vrai et c'est intéressant que tu soulèves ça et c'était un biais qui était un peu assumé, c'est qu'on n'allait jamais réussir à avoir de climato-sceptiques. On avait envisagé, on s'est dit que ce serait intéressant, mais non, enfin, de toute façon, là, je pense qu'il faut pas trop se voiler la face non plus, mobiliser sur un temps si long des gens qui sont pas du tout intéressés, voire en réaction. Ça paraissait un peu illusoire. Mais par contre, du coup, enfin, c'est vraiment, moi je pense qu'il faut vraiment capitaliser, vous verrez dans les verbatims et les résultats de l'atelier de l'imaginaire sur c'est quoi les moyens de communiquer entre cadres et dirigeants, c'est quoi les normes, les codes sociaux, enfin, c'est vraiment
pour nous, arrêter de tomber dans nos petits réflexes de communicants écolo et de savoir s'adresser de la bonne manière, trouver les bons angles. Hop. Il y a un problème de lien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois peut-être pas tous les mains levées. Oui, il y a une question de Caroline qui voulait en savoir plus qui voulait savoir comment une commune pouvait s'emparer d'une méthode pour parler à sa population. Ah oui. Comment s'emparer de la méthode? Ouais, ça dépend de l'énergie et des moyens qu'on peut y mettre. Je pense que Mathilde Guiard, du coup, en parlera beaucoup dans la présentation du rapport détaillé, la notion de coalition forte, de vraiment de créer un collectif, de les outiller, de faire en sorte qu'ils aient confiance en eux pour réussir à produire des solutions. Enfin, la notion de collectif, en fait, qui est animée au long cours et tout, elle est hyper importante. On fait beaucoup de sensibilisation un peu one shot. On fait des fresques du climat et tout, et après on a tendance à laisser les gens de côté, alors que je pense que les gens qui ont fait des fresques du climat, ils voient qu'il y a quand même un gros coup d'énergie qui arrive assez fort à la fin de l'atelier. Et ben du coup, l'enjeu, c'est de réussir à maintenir ça. Moi, je pense que c'est un peu l'enseignement de ce projet-là aussi. C'est vraiment quand on garde des gens sur le long cours et qu'on leur donne la responsabilité de trouver des solutions et qu'on les aide pour ça, ça change beaucoup la donne. Donc, dans une commune, je sais pas, à voir comment on peut pas répliquer forcément le parcours en entier, mais avoir cette approche-là auprès d'un codef citoyen ou des choses comme ça, leur proposer au moins le cycle d'atelier, je pense que ça peut avoir un gros impact. Voilà. Je vois qu'il est 10h, mais s'il y a d'autres questions, on peut en prendre une ou deux encore. Alors Marion Stenou nous dit: «Je vois un peu un parallèle avec la Convention citoyenne pour le climat. On voit que quand on accompagne les personnes en profondeur, ça marche, mais comment passer à l'échelle?» Et ben, c'est tous nos réflexions du moment. Du coup, c'est un peu la transition qu'on aimerait réussir. C'est vu qu'on a vu que passer ce temps, passer cette énergie et tout, ça servait à quelque chose. Là, ce qui nous manque, c'est du temps et des moyens aussi pour continuer à alimenter le groupe. Mais bah voilà, le passage à l'échelle, je sais pas si nous, on a une logique à l'ALEC, beaucoup de faire aussi de la formation action d'acteurs relais, donc de vraiment former les gens, donc outre le parcours qu'on leur a fait là, les former vraiment à créer aussi des ateliers, à mobiliser des gens, à créer d'autres collectifs, ça peut être important. Ou sinon, il y a la réplication, quoi, c'est-à-dire répéter les démarches qu'on fait sur plusieurs groupes à différentes échelles de territoire. Voilà. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je propose à nouveau de revenir sur bah voilà, de vous inviter vraiment, si vous voulez aller plus loin, à suivre ou en tout cas le webinaire du 12 juin, ou en tout cas nous demander le rapport. Je pense que c'est quand même mieux de suivre le webinaire parce qu'il sera détaillé, commenté, un peu plus expliqué. Et voilà, si les questions de justice sociale en tout cas vous intéressent, vraiment la conférence locale du climat du 22 mai, je pense que la communication va pas trop tarder. Et la conférence qui se tiendra à Ascoria, donc Ascoria c'est à Rennes, sur Salier pour une écologie juste. Donc vraiment, on a fait un mélange de partenaires à la fois de terrain, à la fois un peu plus voilà, qui ont une approche un peu plus globale. Ce sera intéressant. Ce sera voilà, une conférence, une table ronde et un petit temps de forum aussi avec des acteurs de terrain. Claire, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est bon. Ok. Non, il n'y a pas d'autres questions. Super. Eh ben, merci à toutes et tous pour votre attention. Bah, pour certains, du coup, on se retrouve le 12 juin et n'hésitez pas, donc mon contact est dans le chat quelque part. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on en recause, vous pouvez me contacter sans souci. Merci beaucoup.